Et je trouvais important de passer un moment à parler des plaisirs de la table et de la culture qui sont liés, qui sont intimement liés dans ce livre. Mais quand on pense à La Fontaine, on se rend compte que les deux premières fables, c'est-à-dire la cigale et la fourmi et le corbeau et le renard, ne parlent que de nourriture. Oui. Alain Krugère, bonsoir. Bonsoir Frédéric, je garde mes lunettes. Bienvenue chez La Pérouse pour une conversation ensemble sur On ne parle pas à la bouche pleine, votre livre publié aux éditions Albin Michel. C'est aussi le titre d'une émission que vous avez animée sur France Culture pendant 8 ans, consacrée à quoi exactement? À la culture de la gastronomie, à la gastronomie culturelle. Moi je disais c'est le monde vu du ventre. Ah ben ouais, c'est très bien. Parce que, alors il paraît qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire, mais pour moi c'était ça. C'était une espèce d'évidence, c'est-à-dire que si on ne mange pas, on meurt, donc il vaut mieux manger. Il vaut mieux pas parler la bouche pleine, sauf si elle est pleine de mots absolument passionnants. Oui. Et cette émission était très brillante et très libre, elle partait dans toutes les directions, comme ce livre. C'est un livre étonnant, généreux, érudit, qu'on peut piocher, qu'on peut, en fait, je dirais, picorer, grignoter, à grignoter, à déguster. Et dévorer quand même. Voilà, exactement. Nous avons hier bien travaillé en commençant par dîner au Louis XIII ensemble hier soir. C'est vrai. Excellente auberge. Oui. C'est une auberge qui est à côté de La Pérouse. Et alors, j'ai reçu Marc Wetzmann il n'y a pas très longtemps. J'ai l'impression que les virés de France Culture viennent tous chez La Pérouse dans mon émission. Et je lance un appel. Si vous êtes licencié de France Culture, vous serez toujours le bienvenu chez La Pérouse. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est dommage parce que c'était très bien ce que vous C'était faisiez. il y a très longtemment. Oui. Et la personne qui a pris cette décision absolument absurde trouvait qu'on ne comprenait pas ce que je faisais, que mon émission, il y avait tout le temps des gens différents, beaucoup de variétés, que je n'invitais que mes amis, enfin tout ça en même temps. Donc j'avais beaucoup d'amis certainement, mais en tout cas, c'est du passé. Oui, et puis franchement, je suis très heureux parce que du coup, vous en avez fait un livre et qui est goulayant. Il n'y a qu'en France qu'on peut publier un livre pareil, un livre qui parle de littérature, de philosophie, de géographie, d'histoire, tout autour du ventre et autour de la cuisine. C'est une anomalie complète. D'ailleurs, votre émission était comme ça. Oui, mais voilà, je suis une anomalie à moi tout seul. Mais je crois qu'on peut aussi, on doit pouvoir faire ça aussi en Italie. Parce que s'il y a une population qui adore, ne pas parler la bouche pleine, mais parler de nourriture quand elle est à table, c'est bien les Italiens. Tous les Italiens du nord au sud. Alors, ce livre devrait être traduit en italien. C'est vrai, vous avez raison. Entre autres. Il faudrait. Alors, déjà, ça commence par un menu. Au début du livre, il y a non pas des chapitres, mais un menu avec les différents plats qu'on pourra déguster dans le livre. Et c'est vrai qu'on sent que vous avez voulu organiser les choses, mais que vous n'y êtes pas arrivé, c'est quand même très désordonné. Et ça fait partie du plaisir. Non, c'est un désordre organisé. C'est-à-dire qu'il y a des familles, il y a des gens qui allaient bien ensemble, il y a des plats qui allaient bien ensemble, il y a des chefs qui allaient bien ensemble, et il y avait aussi des écrivains qui racontaient une histoire commune. Oui. Si ça vous dérange pas, moi, je vais vous poser des questions totalement désordonnées. Mais je vous en prie. Voilà. Bon, commençons par les fables de La Fontaine, avec, comment il s'appelle, Patrick D'André. Qui est le président des amis de Jean de La Fontaine, professeur émérite à la Sorbonne, et qui est l'idole d'un autre de mes invités. Oui. De Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, absolument. Oui. Bon, en gros, les fables de La Fontaine, c'est un carnage. C'est tout le monde bouffe tout le monde. C'est ça. Le loup et le chasseur. Alors, je rappelle le loup et le chasseur, c'est intéressant parce que c'est un chasseur qui tue un daim, mais après il tue aussi un faon. Oui. Et puis il décide de tuer aussi un sanglier. Ben oui, un sanglier. Ah oui. Parce qu'à l'époque on dit le sanglier. D'accord. Et puis il a encore envie et du coup il s'attaque à une perdrix. Oui. Et la suite, c'est quoi? Ben, la suite, c'est que le sanglier a été retenu à la vie pendant quelques instants. Il va tuer le chasseur.
Voilà. Et voilà. Donc quand on est trop vorace, on est puni, c'est ça que dit La Alors, Fontaine. on est puni quand on est à la fois trop vorace et à la fois trop avare. Parce que le loup qui a vu la scène et qui s'apprête à manger ce festin, qui pense qu'il y en a pour 4 semaines, et ben, il trouve qu'en fin de compte, il va commencer par manger la corde de l'arc et la targette le traverse et le tue. Donc l'avarice est aussi punie. C'est une Aussi bonne puni chose. que la gourmandise. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de chapitres comme ça consacrés à des écrivains. Que la goinfrerie, parce que Voilà. la gourmandise, Ah le oui. péché, c'est pas la gourmandise, le péché, c'est la goinfrerie. La goinfrerie, d'accord. Il y a un chapitre sur Molière aussi. Oui, et là, c'est par vrai le même Patrick Dandré. Oui. Et c'est très intéressant parce que j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y a des personnages de Molière qui sont toujours affamés, notamment Sganarelle. C'est-à-dire que les valets, c'est très, très inconvenant pour un aristocrate ou pour un intellectuel de parler de nourriture. C'est mal, c'est très mal. Donc, qui en parle? Qui en parle le mieux? Les fous, les valets. Et les gens qui ont faim, c'est l'histoire de Sancho et du Quichotte. Ouais. Voilà. Oui, alors vous en parlez aussi avec Florence Delay, qu'on avait reçue ici et dont on regrette. Absolument merveilleuse et elle disait que elle était amoureuse de Cervantes. Ouais. Que c'était et c'est vrai que Cervantes a un petit peu inventé le grand roman. Oui, le roman picaresque, ou la parodie de roman picaresque, où il y a un chevalier, et c'est effectivement son valet ou son acolyte Sancho Panza qui, lui, est obsédé par la bouffe. Comme son nom l'indique. Oui. Il fallait remplir la panse de Sancho, ça me paraissait indispensable. Ouais. Mais le chevalier, Don Quichotte, lui, il jeûne plutôt. Ah, il jeûne. Il est maigre. Il est maigre, et il a une triste figure du coup, alors que Sancho, il a le sang chaud et la joue rayonnante. Alors le roman a été inventé par cet Espagnol en racontant des gens en quête de nourriture. Oui, parce que c'était la grande faim. Enfin, on pense le siècle d'or, on pense toujours que c'est uniquement l'or des colonies, de l'Amérique, mais c'est aussi la période de la faim. Les gens avaient faim. D'ailleurs, c'est pareil à l'époque de Molière. On a eu faim très très longtemps. Ouais, c'est très beau d'ailleurs ce qu'elle dit, Florence Delay, sur Don Quichotte, parce que elle dit au début, on rit, c'est une parodie, un pastiche, on se fout de la gueule de ces personnages, et à la fin, on est inconsolable quand ils meurent. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être ça, c'est pour cette raison-là que c'est un très grand chef-d'œuvre. C'est l'idée de ce personnage qui est ridicule, mais on pleure quand il meurt à la fin. C'est vrai, et en plus, quand je vous regarde, en vous imaginant, après avoir jeûné pendant très longtemps, je vous vois bien avec votre lance à l'attaque des moulins à vent. D'ailleurs, c'est ce que vous faites de temps en temps. Bon, mais voilà, j'ai essayé d'aborder beaucoup de choses différentes, mais on n'a malheureusement pas tout le temps. Je dirais, en fait, les gens qui ont aimé les Miscellanées de Ben Schott, vous savez, ce livre qui traitait de beaucoup de sujets différents. Mais je voulais appeler ça. Eh ben oui, c'est un peu ça, ce livre. C'est-à-dire que ça va dans tous les sens, mais c'est toujours comestible. C'est comestible et c'est quand même relié, parce que c'est ça la religion, c'est ce qui nous relie. Et je trouve qu'on est relié par l'alimentation. Oui. C'est une bonne religion. Et c'est beau d'ailleurs à propos d'Augustin, parce qu'il a un goût de l'illicite, puisqu'il avait mangé des poires, il avait volé des poires dans sa jeunesse. Il a eu une jeunesse. Oui. Et donc, c'est un peu une reproduction du péché originel. Enfin bref, il y a tout ça dans le livre. On joue à Devine tes citations. Allez, alors, jouons. Puisque vous n'avez pas écrit énormément de livres, on change les règles. D'accord. Je vais vous demander qui a dit, et vous devez me dire qui a dit. Alors, qui a dit, par exemple, la cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire? Alors, ça, c'est le chef Guy Savoy. Oui, bravo, 1 point pour vous. Oui. Qui a dit il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger? Ça, c'est Molière. Exact. Oui. Dans l'Avare, acte 3, scène 1. Qui a dit je mange... Attendez, pardon, c'est l'âge. Hein. Qui a dit je mangeais des huîtres au fort goût de marais avec une légère saveur métallique que le vin blanc emportait. Alors ça, c'est Chantal Thomas qui cite Hemingway dans un livre que vous aimez beaucoup. Oui, bien sûr. Qui est Paris est une fête. Paris est une fête, 1964, livre posthume. Qui a dit celui-là a eu du courage,
qui a été le premier à manger une huître? Alors, c'est toujours cité par Chantal Thomas et c'est Jonathan Swift. Vous êtes très fort, vous connaissez votre livre par cœur. Je l'ai lu, c'est incroyable. Vous l'avez lu. Non mais ça me fascine. Le premier gars qui a mangé une huître a été très courageux en gros. Et Parmentier. C'est un homme qui n'aime pas beaucoup les huîtres qui dit probablement. ça. Mais, non mais c'est vrai, je me suis toujours demandé ça. Le premier gars qui a vu une pomme de terre et eu l'idée que ça pouvait se manger, c'est Parmentier. Ben, En France. En France, ouais. oui. C'est vrai que ça me fascine. Dans le journal de Jules Renard, à un moment, il parle de l'arrivée en France de la banane. Les gens ont été très surpris par la forme du fruit. Ils se sont mis à goûter. Ils trouvaient que ça n'avait pas de goût. Ils disaient, mais c'est pas intéressant et tout. Et c'est dans le journal de Jules Renard, il n'y a pas très longtemps. Ça date début 20e. Mais Jules Renard, c'est merveilleux. Ah, ouais. Alors, ça sera pour un prochain volume. Oui, voilà. Qui a dit la pensée se fait dans la bouche? Alors ça, je pense que c'était dans l'article sur l'oursin, peut-être c'est Picabia. Oui, encore un point, bravo, vous avez 100%. Qui a dit moi, je suis né pour vivre en mourant, et toi, pour mourir en mangeant? Bah ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est votre ami Don Quichotte. C'est Don Quichotte, 1605. Et une dernière, qui a dit ah, ça c'est très beau. J'ai faim, j'ai froid, tant mieux. Je souffre ce que souffre le peuple. Ça, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, dans Chose Vue. C'est Victor Hugo. Alors, le chapitre Victor Hugo, aussi, j'aime beaucoup l'illustration aussi, parce que ce mariage de Victor Hugo qui est en train de dévorer de l'éléphant, ce pauvre éléphant qui ne lui a rien fait au moment du siège de Paris, c'est vraiment bouleversant. Oui, oui. Et voilà, on est entre, je pense, Noël et Nouvel An à peu près. Cette émission est donc une émission de réveillon. Et je trouvais important de passer un moment à parler des plaisirs de la table et de la culture qui sont liés, qui sont intimement liés dans ce livre. Mais quand on parlait de La Fontaine tout à l'heure, mais quand on pense à La Fontaine, on se rend compte que les deux premières fables, c'est-à-dire la cigale et la fourmi et le corbeau et le renard, ne parlent que de nourriture. Oui. Que de nourriture, donc de la faim, alors il ne manque que le vin. Oui, c'est vrai. Mais il y a, en revanche, chez Don Quichotte, il y a beaucoup de vin. C'est vrai, oui. C'est vrai. Et c'est très bon pour la santé. Et Scapin, dans les fourberies de Scapin, il picole beaucoup aussi. Mais une fois encore, ce sont les valets qui picolent. Oui. Ce sont toujours eux qui font des bêtises et qui parlent de nourriture. Vous avez enchaîné aussi des chapitres sur les cuisiniers artistes. Alors ça, c'est intéressant. Il y a Antonin Carême, qui est connu parce qu'il y a eu une série cette année, une série télé sur Carême, c'est vrai. Qui était donc le roi des chefs, le chef des rois. Le premier chef artiste. C'est Pascal Horry qui... j'avais fait 2 émissions avec Pascal Horry. Et c'est vrai que Antonin Carême, il y a beaucoup de légendes autour de lui. Ce qui est amusant, c'est que la première légende, c'est qu'on a raconté que qu'il avait été abandonné par son père. A priori, le père l'aurait plutôt confié à un gargotier. Et puis de là, il a rencontré les grands pâtissiers de l'époque. Et il a fait la découverte de la Bibliothèque nationale. Et il a dessiné des pâtisseries qui ressemblaient à de l'architecture antique. Oui, c'est ça. En fait, c'est un chef qui aurait pu ou voulu être architecte. Qui aurait rêvé d'être architecte. Ouais. Il aurait rêvé d'être architecte. D'ailleurs, il a fait des projets de bâtiments pour Paris, pour Saint-Pétersbourg, et il n'a pas été reçu. En revanche, il a été le chef du Tsar, de Talleyrand, de Napoléon, du futur roi d'Angleterre et des Rothschild. Voilà. Et alors, j'ai appris dans votre livre que le concept de restaurant est né sous le Directoire à Paris. Ça doit être donc juste après la Révolution. C'est juste après la Révolution, parce que qu'est-ce qui se passe à la Révolution? Les grandes maisons qui avaient toute une armée d'officiers de bouche se retrouvent sans patron. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller au Palais Royal, ils vont ouvrir des restaurants. Voilà. Donc, et il y a le Grand Véfour qui est à l'époque le Café de Chartres, où, a priori,
Joséphine de Beauharnais a rencontré Napoléon. Mais La Pérouse, ça date de 1766, donc c'est... Oui, mais c'était pas un restaurant, c'était l'épicerie du roi. Et c'est devenu un restaurant seulement quelques décennies plus tard. Vers cette période-là. Oui, sans doute. Parce que c'était un quartier, c'est le quartier de Mercier. Et il y a la Tour d'Argent, le Procope, c'est vrai, tout ça est né à ce moment-là. Vous parlez beaucoup des chefs, évidemment, vous avez reçu tous les grands chefs dans cette émission. Pas beaucoup. Pas tous, mais quelques-uns. Mais ce qui m'intéressait, c'était de parler avec eux de ce qu'ils étaient eux. Je veux dire, c'est vrai que c'est un livre où la vraie recette, en dehors de la recette de l'omelette, il y a la recette de la morue aux fraises de Gaston Lagaffe. Donc, vous n'apprendrez pas de grandes recettes dans ce livre, mais il y a des hommes absolument merveilleux. La façon dont Pierre Gagnère parle de ses débuts, à Saint-Étienne, ou la façon dont Bernard Pacot, qui est quand même le grand chef de la grande tradition de la cuisine française, c'est l'Ambroisie. C'est l'Ambroisie. Alors c'était l'Ambroisie. Il vient de quitter l'Ambroisie. Il n'a été que 37 ans, 3 étoiles. Donc il s'est dit, non, ça suffit. Mais c'est vrai que c'est un homme merveilleux et qui parle. Il part de la mère Brasier, qui a été un peu sa mère adoptive, et de Perrault, qui a été son père lacanien, puisque Lacan venait déjeuner et se provoquer. Mais d'où est venue cette obsession que vous avez pour la gastronomie, d'avoir envie de mêler ça avec la culture? Mais parce que je trouve que le meilleur endroit pour apprendre des choses, c'est d'être à table. Avec des gens, enfin la meilleure compagnie, les Américains, ils ne parlent pas, d'abord ils ne sont pas à table, ils mangent debout devant leur réfrigérateur ou en marchant dans la rue. Ou en marchant dans la rue, ou comme vous voudrez, mais en tout cas, ils ne sont pas à table et il n'y a pas de conversation, c'est-à-dire... là, c'est pour ça qu'il faut se bagarrer pour... je ne sais pas à quel endroit on place le téléphone à table, si c'est à gauche ou à droite de l'assiette. Interdit. Mais ça devrait être interdit. Mais bien sûr. C'est une faute de goût, le téléphone sur la table. Mais c'est marrant parce que, au fond, je me demandais depuis 4 ans pourquoi je faisais cette émission chez La Pérouse, mais vous m'avez donné la réponse. C'est que finalement, d'être ici, dans un opéra gastronomique, dans une maison de plaisir, c'est l'endroit idéal pour dialoguer. Tout simplement. Et pour apprendre des choses, et pour échanger, pour se bagarrer, c'est merveilleux, je veux dire. Il y a une anecdote sur Gainsbourg aussi qui est assez jolie. Je vais vous laisser la raconter, mais en fait, quand il allait au restaurant, apparemment, il offrait... Il avait un sommelier, il se faisait conseiller une très bonne bouteille. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il offrait la sœur jumelle à la cuisine. Ouais. Et c'est Michel Oliver qui raconte ça. Moi, j'ai appris à lire dans le livre de recettes de Michel Oliver, la cuisine est un jeu d'enfant. Il a fait aussi La pâtisserie est un jeu d'enfant. C'est des livres qui sont vendus à des millions d'exemplaires. Et Michel Oliver, c'était le fils de l'inventeur de l'émission gastronomique, enfin de cuisine, là, en l'occurrence. Ouais. Vous avez certainement vu des extraits de ces images. Je vous donne sa recette de crêpes, qui est absolument... Ah oui, mais quoi, c'était le père, c'était Raymond Oliver, le père, oui. Raymond Oliver. Non, mais buvez un coup, il n'y a pas de... Et Louis était le grand-père, et son fils et ses enfants sont aussi des cuisiniers. Mais Michel Oliver, c'est un homme d'une générosité extrême. D'ailleurs, il était tellement généreux que son restaurant marchait très bien, mais il invitait très très souvent ses clients, donc du coup c'était moins rentable. Mais c'était un homme merveilleux, et quand il raconte, et c'est toujours un homme merveilleux, il a 93 ans et il est toujours pompier bon oeil. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il raconte les débuts du Grand Véfour pour son père, où toute une bande de copains, c'est une bande de copains se retrouve autour de Raymond Oliver pour faire renaître le Grand Véfour, qui était complètement mort. Le père, en fin de compte, ce qu'il aimait, c'est qu'il aimait se retrouver avec tous ses potes pour chanter des chansons paillardes et boire des coups et bien manger. Et il s'est dit, je vais faire ça à Paris. Mais donc il est monté de son sud-ouest, il s'est installé au Grand Véfour, et là ça n'a pas marché, parce que les mecs ils venaient pas chanter là-bas. Donc ils en ont fait
à 3 étoiles de mémoire. En tout cas, je trouve l'histoire de Gainsbourg est très belle. Je pense que maintenant, si je bois une belle bouteille dans un restaurant avec un dîner réussi et agréable, j'enverrai une bouteille Bien en sûr. cuisine, la même, pour partager avec les gens qui nous ont donné ce plaisir. C'est mieux qu'un pourboire, c'est plus beau. Alors, il est question de Saint-Augustin. Vous savez qu'ici, la Pérouse, c'est un ancien couvent augustinien. Nous sommes rue des Grands Augustins. Et alors, je ne savais pas que Augustin avait dit que Jésus était une montagne de fromage. Alors, pouvez-vous analyser théologiquement le sens de cette citation? Un ami qui est Jacques-Noël Pérez, qui est un théologien luthérien, donc très proche des augustiniens, qui est aussi professeur de patristique et de guèze. Le guèze étant, comme chacun sait, l'éthiopien classique. Très bien. Et je lui ai demandé de me parler, il m'avait parlé de la reine de Saba, donc, mais là je lui ai demandé de me parler de Saint-Augustin et de sa mère Monique, qui était connue d'ailleurs pour aimer le vin. Sainte Monique aimait le vin, ce qui est une qualité. Donc sa mère était berbère, son père était romain, et dans une traduction, on parle de, et c'est cité, c'est là où ça devient drôle, et je vais faire une très très mauvaise imitation, mais Salvador Dalí disait que Jésus est une montagne de fromage. Oui. Voilà. Et donc, parce qu'il avait lu Saint-Augustin et qu'effectivement, dans certaines traductions, on sait bien que les dieux habitent tous dans des montagnes, et que ces montagnes étaient un petit peu vivantes, disons, en pleine maturation, et que ça ressemblait à du fromage. Donc, peut-être que la crème aussi, les monts blancs, enfin tout ça. Oui, d'accord. Voilà, c'est une analyse très libre. Oui, mais vous allez plus loin puisque vous faites tout un chapitre sur l'hostie. Ah oui. Il y a même la recette de l'hostie qui est assez simple. C'est quoi en fait la recette des hosties? Le corps du Christ, c'est quoi? Le corps du Christ, c'est le corps du Christ. Oui, mais quand non, il est on va pas avoir avant d'être incarné, théologique. Avant d'être incarné. Ah oui, non, c'est simplement de la farine et de l'eau. C'est du farine de blé. Sans le vin. Et il y a même pas de sel. Sans le vin, il y a pas de sel. Non. Ok. Mais en revanche, il y a plein de traditions différentes où les orthodoxes prennent du pain de campagne, où les protestants prennent n'importe quel pain, mais ce n'est pas le même symbole. Et quand moi, ce que j'aime dans ce chapitre, c'est que c'est manger rien pour absorber le tout et arriver à introduire de la spiritualité à côté des nourritures terrestres. Je trouve que c'est important. Oui, c'est important. Parfois, je me suis dit que si on avait mis un peu de LSD dans ce pain, ou un pain à l'ergot de seigle, par exemple. Mais ça existe aussi. Les folles de Morzine. Voilà. Les visions auraient été peut-être développées avec l'hostie. Mais il y a eu certainement des expériences de ce type-là. Bon, très rapidement, les questions compliquées, on les fait vite. Pourquoi lire des livres au lieu de scroller sur TikTok? Bon, ça paraît évident. D'abord, il faut déjà avoir des comptes adaptés à et que les livres nous nourrissent, eux. Oui. Que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT? Beaucoup de choses. Manger, déjà. ChatGPT ne mange rien. Oui, mais c'est tout ce qu'il mange, c'est de l'électricité fournie par un chargeur. Oui. Êtes-vous sûr que vos livres servent à quelque chose? Alors, les miens, je ne sais pas, mais celui-là, oui, je pense qu'il sert à beaucoup de choses, puisqu'il ouvre l'esprit et l'appétit. Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil? Ce n'est pas une obligation. Il y a des très très grands écrivains qui ne sont pas très gentils. Y a-t-il une mode que vous regrettez d'avoir suivie? Alors, il y en a une que je suis content de ne pas avoir suivie, c'est celle du pantacourt. C'est vraiment moche. C'est vrai. C'est toujours à la mode, ça? Non. Ah, je ne sais pas, mais on parle pas de mode d'aujourd'hui. On en trouve. Oh la vache. Tu préfères regarder une série ou te promener dans la nature? Incontestablement, me promener dans la nature parce que ça dure moins longtemps, mais c'est plus agréable. Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste? Mais bien sûr, ils sont liés. Ils sont liés éternellement.
Et ça serait tellement dommage de ne pas lire Céline. Oui. Ah donc bien sûr que oui, il faut les séparer, oui, d'accord. Comment savez-vous que votre livre est terminé? Et ben quand on vous dit maintenant, maintenant c'est Oui. fini, c'est la dernière épreuve. Oui, en fait, c'est-à-dire que c'est pas soi-même qui décide, c'est l'éditeur qui décide. À un Alors moment là, c'est donné, je fini, pense ouais. qu'il y a un moment donné, on vous dit que c'est fini. Oui. On dit qu'écrire, c'est vivre 2 fois, mais est-ce que écrire n'est pas surtout une excuse pour ne pas vivre? Ah non, je crois pas. Je crois que c'est une façon de revivre. Bravo, waouh. Je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai que on se connaît depuis longtemps. Vous avez produit mon premier long métrage, L'amour de 3 Le ans. meilleur. Oui, on l'avait C'était écrit sur l'affiche. sur l'affiche, le meilleur. On a travaillé ensemble avec le Cercle. Oui. Vous avez créé 7 à Paris, l'autre journal. Enfin, vous Non, avez j'ai pas repris l'autre journal. repris, oui. Vous avez dirigé Première. Enfin, vraiment, vous êtes quelqu'un de très important dans la culture. Et là, maintenant, vous consacrez à ce livre, On ne parle pas la bouche pleine, pour partager le plaisir de la gourmandise culturelle. Ou plutôt pour dire que tout court, oui. oui, en fait, que la gourmandise est une culture. Ça mène à la culture. La gourmandise mène à la culture mène à la gourmandise, Ouais. et réciproquement. Et ben merci beaucoup Alain Kruger d'être venu. Merci à vous de cet accueil chaleureux dans ce beau cadre. D'habitude, je termine l'émission en disant la lecture est au cerveau, ce que le sport est au corps. Mais quelqu'un l'a mieux dit, et je l'ai trouvé ça dans votre livre. C'est Victor Hugo. Il dit en 1840, alors je le dis en regardant nos amis, lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit, comme le corps qui ne mange pas. Bonsoir. Bonsoir Victor Hugo. Et...